Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Marine Pétroline, avec qui nous allons parler du sexisme ordinaire. Marine, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marine Pétroline, je suis la créatrice de Chroniques du sexisme ordinaire. C'est un podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. J'en ai aussi tiré un spectacle, j'interviens également en entreprise pour former les gens sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur le sexisme au travail à destination des managers débordés qui veulent faire plus pour l'égalité mais ne savent pas par où commencer. Ça sortira en mars 2025 aux éditions Pearson. Très belle présentation, beaucoup de projets en perspective de ce que je vois, donc on aura évidemment l'occasion d'en discuter pendant ce podcast. Mais du coup, pour commencer le sujet, parce que c'est ce que j'aime bien faire avec mon féminisme éducatif, définir les mots-clés pour les personnes qui nous écoutent. Alors, j'aimerais bien que tu nous définisses, du coup, qu'est-ce que le sexisme et le sexisme ordinaire ? Alors très simplement, le sexisme, c'est considérer que les hommes et les femmes sont foncièrement, irrémédiablement, fondamentalement différents, et que ce qui est masculin, c'est mieux. Voilà, si on cherche vraiment la définition la plus simple. Et bon, si on veut une définition un peu plus étayée, moi j'aime bien faire référence à celle qu'a donnée le Haut Conseil à l'égalité dans son premier rapport d'état des lieux du sexisme en France en 2019, et qui dit que le sexisme, c'est deux choses. C'est à la fois une idéologie selon laquelle les femmes seraient inférieures aux hommes, et c'est aussi un ensemble de manifestations, de choses concrètes, des plus anodines aux plus graves, j'aime ajouter, moi, des plus visibles aux plus invisibles, qui vont stigmatiser, délégitimer, voire humilier ou violenter les femmes. Et ça peut aller... ça peut être des remarques, des blagues, des comportements, jusqu'à des violences type injures, violences sexuelles, etc. Et le rapport d'ailleurs précise que le sexisme, c'est aussi une idéologie dangereuse qui produit de nombreux dégâts et qui vient renforcer des inégalités dans la société, dans son ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que le sexisme, en tant qu'idéologie qui va se manifester dans différents comportements, c'est source d'inégalités entre les femmes et les hommes, où les femmes vont se retrouver désavantagées dans plein d'aspects de la vie. Et là, ça serait un peu trop long de de tout passer en revue. Et tout ça, l'autre point important, c'est que c'est pas le fruit du hasard, c'est pas non plus quelque chose de naturel qui prendrait sa source dans la biologie. C'est quelque chose qui est construit dans l'histoire, dans la culture et dans la société. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ce qui a été construit peut être déconstruit et reconstruit, ça veut dire qu'on peut le changer. Mais pour l'instant, alors on peut le changer et plein de personnes s'y emploient, comme toi, comme moi, euh, mais pour l'instant c'est encore là, et ce sexisme, il s'immisce partout, dans tous les niveaux, dans tous les aspects de nos vies, et ça provoque des violences et des inégalités des plus graves aux plus anodines, des plus visibles aux plus invisibles. Et ce qui fait que, in fine, les femmes sont moins rémunérées pour leur travail que les hommes. Globalement, elles sont moins riches, si on prend en compte pas uniquement le travail, mais aussi le patrimoine, par exemple. Elles sont moins représentées en politique, dans les médias, dans les films, dans toutes les œuvres culturelles. Quand elles sont représentées, c'est souvent avec un corps qui est hyper sexualisé. Et autre exemple d'inégalité, les femmes sont plus victimes, et majoritairement victimes, des violences sexistes et sexuelles dans notre société. Donc le sexisme, c'est à tous les niveaux, dans tous les milieux, ça s'immisce dans les moindres recoins. Je dis souvent, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête pas à la frontière. Donc quand on me dit, par exemple, dans des entreprises, ah non, mais il n'y a pas de ça chez nous, je dis, ah bah dis donc, vous avez de la chance, vous habitez dans un monde parallèle, c'est incroyable, parce que on est tous et toutes entourés, et on a tous été sociabilisés dans une société sexiste. Et alors le sexisme ordinaire là-dedans, puisque c'était ta question, alors il n'y a pas de définition officielle
de sexisme ordinaire, quand on pourrait aller voir la définition du sexisme dans le rapport que je citais. Mais on peut dire que le sexisme ordinaire, c'est le sexisme de tous les jours qui paraît anodin quand on s'en rend compte, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. C'est des attitudes, remarques, comportements qui sont fondés sur des stéréotypes de genre, autre notion hyper importante dans tous ces concepts, euh, et qui vont faire qu'on va percevoir les femmes de manière inférieure aux hommes, de façon plus ou moins subtile et anodine. C'est parler à une femme avec condescendance, comme on le ferait pas à un homme. Je cite souvent, il faudra absolument que je retrouve son nom, j'avais vu une vidéo sur le compte de Noémie Delattre. Si vous connaissez pas cette comédienne, allez voir ses spectacles, c'est incroyable. Et elle faisait une vidéo avec une femme trans qui expliquait qu'elle avait transitionné assez tard dans sa vie, vers 40 ans, et que donc pendant 40 ans, elle avait été sociabilisée en tant qu'homme et perçue en tant qu'homme. Et qu'en devenant femme, elle s'est rendue compte à quel point l'attitude des gens et la manière dont on lui parlait, dont on s'adressait à elle, changeait. Et elle dit, mais jamais on ne m'avait parlé comme ça de ma vie. Et ça, en fait, quand on est femme et qu'on est sociabilisé en tant que femme, on s'en rend pas compte parce qu'on a toujours été là-dedans. Et je trouve que cet exemple, il est vachement parlant parce que elle a connu les deux états d'être sociabilisée en tant que femme, d'être sociabilisée en tant qu'homme. Donc, elle a vraiment un comparatif. Donc, voilà, c'est l'exemple. Voilà, on va vous parler avec condescendance et, je sais pas, c'est le boucher qui va vous dire, bon alors, ma petite dame, pour faire cuire votre steak, vous faites comme ci, comme ça. Oui, je sais comment faire cuire un steak, merci, quoi. C'est quand, dans un magasin de bricolage ou à la banque, vous êtes une femme, vous êtes accompagnée d'un homme, votre compagnon ou que sais-je, et le conseiller, la conseillère va s'adresser à lui et pas à vous. Alors que peut-être, vous êtes en train d'acheter un appartement et c'est vous qui avez le plus gros apport financier ou c'est vous qui gérez les travaux. Euh, c'est le sexisme ordinaire, ça va être aussi demander à une jeune femme quand est-ce qu'elle compte avoir des enfants. Injonction à la maternité. C'est dire à une fille qu'elle est trop sensible, mais aussi dire à un garçon qu'il ne doit pas pleurer. C'est commenter systématiquement le physique des femmes. Alors ça, c'est un truc, c'est un de mes chevals de bataille. Faites attention, prêtez-y attention, vous allez voir, c'est partout, tout le temps. On parle d'une femme sur un sujet X, Y, Z, et on va ajouter quelque chose sur son physique. Alors ça peut être des conversations au travail. Tiens, j'ai travaillé avec Bidule sur tel dossier, c'était super, elle travaille hyper bien, et puis, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ou c'est dans les médias quand on introduit une femme, par exemple une artiste, pour parler de son travail, et on introduit une interview en disant elle arrive vêtue d'un élégant imperméable, blablabla, un rouge à lèvres rehausse les couleurs de son visage. Et quand on fait un portrait, une interview d'un homme, on commencera jamais par sa cravate est particulièrement assortie à ses yeux. Enfin, on n'entend jamais ça. Donc, parce que ce qui se cache derrière ça, c'est que l'important pour une femme, c'est son apparence. Et qu'on va d'abord juger sur son apparence, et les femmes vont plutôt être considérées comme des objets que comme des sujets. Après, il y a plein d'autres exemples. Il y a le fait que certains produits d'hygiène, par exemple, vont être plus chers quand ils sont marketés pour femmes que pour hommes. C'est la taxe rose. C'est quand les serveurs ou serveuses vont proposer la carte des vins au restaurant à monsieur et pas à madame. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Alors ça semble anodin, on peut dire ah mais c'est pas si grave. Non, parce que tout ça c'est vachement insidieux en fait. Et c'est ce qui fait un peu notre socle, notre matelas de sexisme du quotidien, euh, et qui va in fine rajouter à chaque fois une pièce dans la machine de la mécanique sexiste qui va entretenir des inégalités et des violences. Merci pour cette présentation et ces exemples, hein, je trouve ça très, très complet ce que tu nous as dit. De ce que je comprends et ce que je retiens, c'est que malheureusement, en tant que femme, on est confronté au sexisme depuis toujours et du coup, on trouve ça, limite banal, normal parce que, c'est quelque chose qui nous entoure et on peut pas s'en défaire malheureusement et du coup forcément ça amène à créer des croyances limitantes chez les femmes, elles ont davantage le syndrome de l'impostrice et puis on manque aussi cruellement de rôle modèle en tant que femme. Il y a eu des croyances pendant longtemps hein, que l'histoire elle a été écrite par les hommes et pas par les femmes, alors que c'était faux, mais encore une fois les femmes elles ont été Ah si, elle a invisibilisées été quoi. écrite par les hommes. C'est juste que les femmes ont été invisibilisées. Oui, c'est vrai, c'est Alors, vrai. là, je rajouterais attention parce que justement, on a tendance souvent à dire ah, syndrome de l'impostrice et on va vite glisser dans le quand on veut, on peut, soit la meilleure version de toi-même, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a des inégalités et des violences qui sont structurelles et systémiques et que la responsabilité, elle est collective, elle est aussi politique, elle est sociale. Et il y a un courant, alors qui est intéressant, qui est nécessaire, mais qui a des gros risques, tout ce courant du women empowerment,
ou de ce que certains sociologues ou certaines sociologues appellent le féminisme de marché. C'est le féminisme soluble dans le capitalisme, où on va se centrer sur l'individu. Allez, quand on veut, on peut, sois la meilleure version de toi-même, brise le plafond de verre et négocie ton salaire. Et où on enjoint les femmes à aller venir jouer dans un jeu où les dés sont pipés en leur défaveur. Et ça, c'est hyper pervers et malhonnête. Et moi, je pense que, alors oui, en attendant que les règles du jeu changent et qu'on arrive à les faire changer, il faut apprendre aux femmes à aller sit at the table, comme dirait Sheryl Sandberg, la papesse du féminisme de marché, ou voilà, d'aller chercher sa part du gâteau. Mais il faut changer la recette du gâteau. Il faut changer les règles du jeu et arrêter de demander aux femmes à qui on a fait faire de la danse classique toute leur enfance d'aller jouer au rugby dans l'équipe de rugby masculine. Non, il faut changer les règles du jeu du rugby pour que on puisse toutes et toutes, femmes et hommes, avec notre éducation et notre sociabilisation, aller y jouer à égalité. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de me dire. Ça me fait penser, ce que j'avais dit dans un autre podcast, que j'aimais pas du tout, la phrase «Quand on veut, on peut» parce que, bah, c'est hyper culpabilisant et puis même, il faut la santé mentale, il faut la santé physique et c'est pas si simple, d'aller à l'action, d'oser faire des choses, surtout quand on nous a pas appris à le faire et du coup, j'aime bien dire qu'il vaut mieux faire de son mieux. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un peu comme tu dis, c'est un peu touchy, comme problématique parce que du coup on a envie que les femmes elles fassent plus de choses, on veut les accueillir en disant venez, 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 c'est super, mais après encore une fois il faut changer les règles du jeu, il faut prendre ça de façon systémique, donc ça peut être un peu déstabilisant et compliqué. Mais du coup toi qu'est-ce que tu peux faire, on va dire, à ton échelle pour changer les règles du jeu? Moi personnellement ou les gens en général? Toi et les gens. Bah, moi, personnellement, ce que j'ai choisi, c'est ce que je sais faire, c'est de la vulgarisation. Mon premier métier, c'est la vulgarisation scientifique. J'ai commencé ma carrière comme ça et avec Chronique du sexisme ordinaire, le podcast, le spectacle, bientôt le livre, c'est ce que je fais. Moi, je vulgarise des études de genre, donc des travaux, en sociologie, en histoire, en sciences politiques, ou autres, ou également parfois des travaux, de journalistes, pour voilà, expliquer, faire comprendre et faire comprendre l'aspect systémique des choses, que ça s'ébisse dans les moindres recoins et aider les gens à décaler le regard pour un petit peu les faire cheminer dans la voie de la déconstruction des stéréotypes et des inégalités. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi de faire parce que je sais ce que je sais faire. Il y a plein d'autres façons après de faire changer les choses. Il y a plein d'autres terrains sur lesquels on peut agir. Moi, un des terrains sur lesquels j'agis particulièrement, c'est le travail, puisque bah, je suis formatrice sur les violences sexistes sexuelles au travail et le livre que je suis en train d'écrire, on revient sur le fait de changer les règles du jeu. Justement, il est orienté là-dessus. C'est que plutôt que de faire un énième livre qui dit aux femmes comment négocier leur salaire, ce qui, encore une fois, est tout à fait nécessaire, pertinent et c'est génial, et il faut que ça existe, et ça a aidé plein de femmes, mais il faut aussi apprendre aux managers à manager sans discriminer. Parce que sinon, c'est comme verser de l'eau dans un panier percé, quoi. Envoyer les femmes dans un jeu pipé, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Après, il y a plein d'autres personnes qui agissent de manière différente et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut justement des approches complémentaires et différentes pour attaquer la citadelle de tous les côtés. Ouais, non, je suis complètement d'accord et du coup, pour rebondir à ce que tu viens de me dire à l'instant, comment on fait du coup pour apprendre aux managers, à manager sans discriminer? Bien sûr, il y a ton livre, mais du coup, peux-tu partager avec nous quelques pépites, quelques façons de faire, pour manager sans discriminer? Alors, manager sans discriminer, ça va être faire en sorte de ne pas ou d'être le moins possible influencé par 2 choses, les biais cognitifs et les stéréotypes. Les biais cognitifs, c'est des raccourcis de la pensée, des raccourcis que prend notre cerveau. Alors, c'est pas spécifique aux questions de genre, d'égalité homme-femme, hein, ça s'applique dans c'est la manière de fonctionner de notre cerveau. Et c'est normal d'avoir des biais cognitifs, c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de développer l'intelligence humaine et de survivre en tant qu'espèce. Mais le problème, c'est que ces biais cognitifs, dans certains contextes, par exemple de recrutement, ils vont nous amener à discriminer et à alimenter des inégalités. Parce que, par exemple, on va avoir tendance à trouver plus sympathique et à recruter quelqu'un qui nous ressemble.
et donc potentiellement discriminer quelqu'un qui est différent de nous. Donc peut-être discriminer une femme si on est un homme, ou aussi si on est une femme, hein, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de biais et de stéréotypes genrés. Ça, c'est hyper important. Le nuage de Tchernobyl, hein, il touche les hommes et les femmes. Et le sexisme intériorisé des femmes, c'est une réalité. Et c'est même d'ailleurs, on pourrait dire, parce qu'une stratégie du patriarcat, diviser pour me régner et faire en sorte que les personnes discriminées jouent le rôle du discriminant en adoptant les règles, les valeurs et les modes de fonctionnement du groupe dominant. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres discriminations et systèmes de domination. Donc, pour contrer nos biais et nos stéréotypes, il faut faire deux choses. Il faut essayer d'objectiver au maximum. Et deuxième chose, il faut ralentir sa pensée. C'est vraiment les deux principes. Objectiver, ça va par exemple être dans un recrutement, sortir du fucking recrutement au feeling. On ne recrute pas au feeling. Non, les gens qui recrutent au feeling, c'est des gens qui font n'importe quoi. Et recruter, c'est un vrai métier, il y a des méthodes. Et d'ailleurs, le recrutement, c'est une partie dévolue aux managers. Très souvent, malheureusement, on passe manager juste parce qu'on est bon dans son métier. Sauf que ce n'est pas les mêmes compétences d'être bon dans son métier et de manager. Et c'est pareil sur le recrutement. On dit, t'es manager, ça y est, tu vas recruter, et on forme pas les gens, ou on leur file une grille d'entretien vite fait, souvent mal faite. Donc, première chose, si vous êtes manager et vous recrutez, formez-vous pour de vrai au recrutement sans discrimination. Et la bonne nouvelle, c'est que recruter sans discriminer, enfin porter une attention à ça, ça va vous amener à juste en fait recruter les meilleures personnes. Et très souvent, dans le recrutement ou le management en général, pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, le principe de base, c'est de traiter les gens bien. En fait, si on devait résumer à une seule chose, finalement, ça ne revient qu'à ça. Et donc, dans le recrutement, on va chercher à objectiver au maximum, c'est-à-dire clarifier de quelles compétences on a vraiment besoin, et des vraies compétences. Le leadership n'est pas une compétence. Et c'est un terme qui est, en fait, qui charrie énormément de représentations, de stéréotypes. Donc, qu'est-ce qu'on entend? Et il faut se demander à chaque fois, c'est-à-dire et pourquoi? Ok, tu veux quelqu'un qui a du leadership, c'est-à-dire, comme un gamin de 5 ans qui demande et pourquoi, pour clarifier, objectiver au maximum et aller vraiment à ce qu'on recherche. Et le deuxième point, c'est de ralentir sa réflexion et sa décision pour empêcher notre cerveau de prendre les raccourcis et que notre cerveau passe sur son mode réflexion et pas sur son mode automatique. Et donc, ne pas se dire, OK, au bout de 5 minutes, on sait que 80% des décisions d'entretien sont faites dans les 15 minutes dans un processus d'embauche. C'est catastrophique. Donc, il faut ralentir sa prise de décision et sa réflexion en, par exemple, structurant un process de recrutement en différentes étapes, différents entretiens, croiser les regards, ça c'est aussi notre approche, donc faire des recrutements qui sont collégiales, qui vont impliquer différentes personnes, qui vont pas avoir les mêmes biais, les mêmes stéréotypes, enfin sur lesquels les biais et les stéréotypes vont pas avoir la même prise, même si on a un peu tous les mêmes en vrai. Voilà, un petit peu des conseils. Et l'autre point, c'est au-delà donc du management du quotidien, ok, quand je recrute, quand je fais les évals, quand j'organise, se former aussi aux violences sexistes et sexuelles. Et ça, il y a un cadre légal qui est très clair. Et d'ailleurs, si on revient à la question du sexisme ordinaire, il y a une définition dans un contexte particulier du sexisme ordinaire, finalement, c'est le Code du travail qui définit ce qu'on appelle les agissements sexistes qu'on peut assimiler au sexisme ordinaire. Dans le Code du travail, les agissements sexistes, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne, homme ou femme. Et je dis sexe et pas genre parce que la définition légale, si vous allez voir l'article dans le Code du travail, c'est sexe qui est employé, c'est pas genre. Donc c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant. Donc en fait, c'est un propos, un comportement, une attitude qui va distinguer une personne en raison de son sexe, avec pour conséquence d'assigner cette personne à son sexe, de l'exclure, voire de la rabaisser. Et ça, quelle que soit l'intention, ayant pour objet ou pour effet. C'est hyper important. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les agissements sexistes n'ont pas de mauvaises intentions. Genre dire « Ah, comment ça va, ma grande, ma belle ?» On peut penser que c'est gentil, sympa, ça met un peu de lien entre les relations. Non, c'est paternaliste. Qui est-ce qu'on appelle mon grand, ma belle, mon grand, ma grande? C'est les enfants. Au travail, il n'y a pas des parents et des enfants.
Il y a peut-être des relations hiérarchiques, mais ce sont des adultes qui travaillent sur un pied d'égalité. Euh, et même avec les enfants, voilà, les adultes devraient être à égalité avec les enfants, plutôt les enfants à égalité avec les adultes. Mais c'est un autre sujet. Et quand on dit ma belle, on ramène les femmes à leur apparence. On va jamais dire mon beau à un collègue qu'on croise dans les couloirs. Et d'ailleurs, c'est un bon critère, ça. Si vous avez un doute, c'est-à-dire ça, est-ce que ça se dit, est-ce que ça se dit pas, machin, hein. Est-ce que la personne en face de vous peut vous dire la même chose? Oui ou non? Et est-ce que elle peut, à n'importe quel moment, vous demander d'arrêter sans que ce soit gênant ou que ça pose problème? Si vous répondez non à l'une de ces deux questions, c'est qu'il y a un souci, il vaut mieux s'abstenir. Hyper intéressant. Et j'ajouterais dans l'agissement sexiste, il y a pas de connotation sexuelle. Là, on passe dans une autre catégorie, entre autres le harcèlement sexuel, dès qu'il y a connotation sexuelle. Donc dire à une femme, heu: «Tiens, tu un décolleté incroyable, t'as un rencard ce soir». Là, on n'est plus dans l'agissement sexiste. Si c'est répété, on tombe dans le harcèlement sexuel. Hem et autre point, c'est que, s'il y a un impact sur la carrière, sur la rémunération, là, on passe dans la catégorie de la discrimination qui, là aussi, est, définie et très cadrée, juridiquement. OK, bah, merci beaucoup, pour toutes, ces précisions. Ça fait beaucoup de bons conseils que tu as partagés avec nous. De ce que je comprends, c'est hyper important, déjà de développer son esprit critique, de faire un pas de côté, de remettre en question, ce qu'on dit, enfin, tourner, cette fois sa langue dans sa bouche, là, ça a vraiment du sens dans ces genres de situations. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, par rapport à ce que tu disais, que forcément avec le sexisme, ça a un biais, ça insuffle des biais, bah, là, dans l'exemple le plus flagrant, c'est dans les intelligences artificielles. J'avais vu, l'étude de Jamais sans elle, et quand on demandait à Midjourney, par exemple, de montrer un CEO, bah, c'était forcément un homme blanc, hyper élégant, et quand c'était une secrétaire, et bah, c'était, une femme, forcément, avec des lunettes, gros nichons. Les intelligences artificielles et plus largement les algorithmes, déjà sont conçus par des êtres humains qui ont des biais et des stéréotypes et donc vont insuffler ces biais et ces stéréotypes, dans leur production. Et puis les intelligences artificielles, donc elles sont entraînées sur des données réelles, données qui sont, bah, qui reflètent en fait la société et donc les stéréotypes et les inégalités. Donc c'est normal en fait, vu comment ça fonctionne, que, y ait, des biais genrés et des biais racistes aussi, par exemple, et des biais agistes et enfin, on peut prendre la liste des 27 critères de discrimination et je pense qu'on peut tous les trouver. Enfin, peut-être pas tous, parce qu'il y a le critère, le domiciliation bancaire. Je ne sais pas si on le trouvera dans les intelligences artificielles, mais possiblement. Enfin, puisque le principe de l'intelligence artificielle, c'est de reproduire l'intelligence, je mets des guillemets, on va dire peut-être la pensée humaine, bah, avec tout ce qu'elle charrie, y compris les stéréotypes et les inégalités. Oui, c'est vrai que là, il faudrait faire tout un travail, dans les données, mais ça demanderait tellement de temps, mais d'un côté, ce serait tellement Bah, nécessaire. il y a des projets, hein, il me semble, de contrer ça ou de proposer des intelligences artificielles entraînées sur des données, qui, vont essayer de limiter, les biais et stéréotypes. Mmh, mmh mh. Ouais, on en verra de plus en plus, à l'avenir, parce que c'est vrai qu'on est qu'au tout début des intelligences artificielles, donc hâte que les choses évoluent dans le bon sens. Et sinon, pour revenir un peu au sexisme ordinaire, du coup, je me demandais, par exemple, imaginons qu'il y a une personne qui nous écoute, une femme qui est, victime, de sexisme. Comment elle fait pour réagir? Enfin, quelles sont ses options, pour ça? Alors, sur le coup, à chaud, quand ça arrive, déjà, premier principe, on réagit comme on peut. Faut pas se mettre une énième injonction de je dois être une super fighteuse du sexisme et avoir la meilleure répartie et faire exactement ce qu'il faut et tout. Parce que là encore, injonction à. Non, alors déjà, première chose, on se détend, on réagit comme on peut. Et il y a des moments où on va avoir la force, l'énergie, le truc de faire quelque chose, et d'autres, et aussi selon les contextes, la fuite est une réaction et sera la meilleure réaction. Donc déjà, faut préserver sa sécurité physique et psychique. Ça, c'est le premier point. Et puis, se souvenir que notre cerveau, face à une menace, une violence, il a classiquement trois façons de réagir.
Imaginez, vous êtes, dans la rue, vous retirez de l'argent à un distributeur, de billets et il y a une personne qui arrive avec un couteau et qui vous menace et qui vous dise: «Donne-moi, ton argent». La réaction la plus probable que vous allez avoir, c'est la sidération. Vous allez pas bouger ou juste lui tendre l'argent, ne rien dire et être complètement freeze, complètement gelé. C'est la sidération et c'est normal. Et ce qui explique, la sidération, on la retrouve aussi dans les agressions sexuelles et les viols, ce qui explique que des femmes, puisque majoritairement les victimes de violences sexuelles sont des femmes, ne réagissent pas physiquement, ne vont pas se débattre, ne vont pas crier parce que sidération. Ça, c'est un des classiques de la culture du viol. Ah, mais pourquoi elle s'est pas débattue? En fait, elle s'est laissée faire. Non, parce que l'état de sidération fait que on ne peut pas réagir. Notre cerveau disjoncte. Donc, si vous réagissez pas sur le moment, ne pas se culpabiliser, c'est normal. C'est un mode de fonctionnement de notre cerveau. Ensuite, la deuxième réaction possible, c'est la fuite. Peut-être dans le cas de la personne qui vous menace avec son couteau, en fait, elle n'est pas complètement proche de vous et vous allez réussir à partir, courir très vite. Mais là encore, c'est pas toujours possible parce que si ça se trouve la personne elle vous a agrippé par le bras, elle vous tient, ou vous n'êtes pas en état de courir très vite. Euh, D'ailleurs, si vous êtes une femme avec des talons hauts, vous avez moins de chances de survie dans ce genre de situation. Raison de plus pour mettre des chaussures plates. Euh, et puis la troisième réaction possible, c'est le combat, mais en fait c'est très rare et ça demande de la préparation. C'est de combattre, de réagir euh, et de riposter. Et ça, il y a des techniques. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans les mouvements féministes, tout un courant de travail militant sur l'autodéfense féministe. Et ça, je peux vous renvoyer au livre de Irène Zellinger qui s'appelle Non, c'est non, qui a bien une dizaine d'années maintenant, mais qui aborde l'autodéfense émotionnelle, verbale, physique. Enfin, il y a tout vraiment un champ, ça serait un peu long de tout expliquer, mais je vous enjoins vraiment à regarder son travail si ça vous intéresse. Et plus récemment, il y a une BD qui vient de sortir qui s'appelle Défends-toi toi-même, qui reprend un peu, c'est les mêmes courants. Donc, soit vous avez le courage, vous lisez le bouquin d'Irène Zellinger, qui est un petit pavé quand même. Et puis, sinon, pour une introduction, cette BD qui est sortie il y a quelques mois, elle est très bien. Et souvent, on se dit, ah, faut que je sorte ma meilleure punchline. Faut que je rabatte son caquet, ce malotru, ce goujat, cet horrible misogyne. Alors, là encore, pas de pression, parce que c'est pas facile d'avoir de la répartie. Et c'est tous et toutes déjà arrivé de se dire, un petit peu après, quelques heures, le lendemain, ah, j'aurais dû dire ça. Voilà, avoir de la répartie, c'est difficile. Alors, ça s'apprend, ça s'entraîne. Et puis, selon le contexte aussi, une vanne bien sentie, ça sera pas la chose la plus intelligente à faire. En particulier au travail. Face à un agissement sexiste, moi, je vous recommande pas, je vous décommande, ça se dit de décommander? Non, comment on dit? Bon, je ne vous conseille pas l'humour. L'humour pour recadrer des agissements sexistes au travail, c'est pas une bonne stratégie parce que déjà, faut avoir le sens de la répartie. L'humour, c'est très subjectif et on a dit tout à l'heure qu'on cherchait à objectiver. Donc on va pas rajouter de la subjectivité avec de l'humour. Et puis l'humour, c'est glissant. Potentiellement, vous allez peut-être, par votre remarque qui se veut humoristique, euh, exercer un autre type de violence à l'encontre de la personne à qui vous cherchez à répondre. Et cette personne va se sentir attaquée, et en fait, vous allez complètement passer à côté de votre objectif, qui est de faire en sorte que les choses cessent et idéalement ne se renouvellent pas. Donc, pour moi, au travail, et c'est ce qu'on apprend dans les formations sur les violences sexistes-sexuelles que je donne avec le cabinet Equiwork, citons-les, parce qu'ils font un travail incroyable, c'est quand on recadre à chaud, les techniques qui sont des techniques issues de la communication non violente que vous allez retrouver dans les techniques d'autodéfense féministe que j'ai évoquées juste avant, c'est procéder en 3 temps. Euh, c'est de verbaliser, dire ce qu'il se passe. En plus, ça vous permet de gagner du temps et de un peu rassembler vos esprits. Donc dire, tu viens de dire, et peut-être répéter le propos, et caractériser les choses, dire, c'est une blague qui dévalorise les femmes. Ensuite, exprimer votre ressenti et votre désaccord. Dire par exemple, ça me met mal à l'aise, donc vous parlez en votre nom, ou au nom de la loi ou de l'autorité, cette remarque me met mal à l'aise, et d'ailleurs c'est interdit dans le code du travail, le règlement intérieur, etc. Si vous êtes témoin que c'est pas à vous que s'était adressée la remarque,
vous parlez en votre nom, au nom de la loi, mais pas au nom de la personne visée. Ne vous posez pas en chevalier servant sauveur de femmes ou en white savior sauveur de personnes racisées, si on prend les discriminations et violences racistes. Euh, vous êtes là en soutien, en allié, mais vous ne parlez pas au nom d'une autre personne. Et puis troisième point, après verbaliser, exprimer votre ressenti, formuler une demande concrète. Dire « je ne veux plus entendre ce genre de propos », par exemple. Voilà, très clair, à chaud, on fait vite, on veut que ça s'arrête. Et après, à froid, on retourne voir la personne à l'origine des propos pour lui expliquer, débriefer, faire un peu de pédagogie si on en a les capacités et l'énergie. Et alors que pendant le recadrage à chaud, ce qu'on veut, c'est passer à autre chose. Et surtout pas humilier la personne et l'allumer devant tout le monde si c'est quelque chose qui a eu lieu devant d'autres témoins, en fait. Et aux personnes qui auraient pu être témoins de ça, on fait aussi passer un message dans le recadrage à chaud qui est ce genre de comportement, c'est pas OK. Donc en fait, on fait de la prévention. Et puis, si on a été témoin, il faut aussi s'enquérir de la victime. Mais sans non plus là jouer le sauveur ou la sauveuse. C'est juste, par exemple, s'il y a eu une remarque, je sais pas, à la machine à café, on a recadré à chaud, on a fait cesser, tout le monde est parti, ça a duré 2 secondes, voilà. Retournez voir la personne qui était ciblée par les propos et de dire bon bah écoute, tout à l'heure, il y a machin qui a dit ça, ça, ça. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai eu l'impression que toi aussi, mais là encore, j'ai l'impression, on pose la question est-ce que tout va bien déjà on s'enquiert de la personne. On ne fait pas des projections. On dit est-ce que toi, c'est OK est-ce que tu as besoin de quelque chose Est-ce que je peux t'aider Et la personne va peut-être vous dire non, mais c'est OK, laisse tomber et tout. Hein. On va dire OK, sache que je suis disponible si jamais ça se renouvelait et que tu souhaitais en parler, ou sache que il y a un référent sexisme et harcèlement sexuel. Si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés qui a un CSE, il y a au sein du CSE une personne qui a ce mandat de référent sexisme et harcèlement sexuel. Et si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, il y a normalement, légalement, une personne côté employeur également qui est référent sexisme et harcèlement sexuel. Genre de petites ressources à avoir. Voilà, pour comment réagir quand, par exemple, on est au travail. Et pour ce qui est de faire de l'éducation, donc en recadre à froid, ou quand c'est, parce que là je parle du travail, mais ça peut être repas de famille, apéro entre amis, etc. On peut utiliser la même technique, verbaliser, exprimer votre ressenti, formuler une demande concrète, mais on n'est pas tenu, on n'est pas obligé d'être les profs gratuits ou gratuites de nos amis, collègues, de notre famille. Ça, c'est si on a l'énergie, si on en a envie. Et c'est difficile parce que malheureusement, la plupart des gens sont là en mode ah bah vas-y, explique-moi quoi. Bah non, en fait, c'est un travail de t'expliquer. Il y a plein de ressources qui existent en ligne, comme le podcast Matrimoine féministe, comme le podcast Chronique du sexisme ordinaire. Fais ton travail. Donc ça, c'est un message aux personnes non concernées, mais qui vont être des alliés. N'attendez pas et ne demandez pas aux femmes, et qui plus est aux femmes engagées dans le féminisme, d'être votre prof particulière. Faites votre travail. Google est votre ami. ChatGPT aussi potentiellement, mais attention, ChatGPT peut avoir des biais sexistes. Hein, c'est une intelligence artificielle. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses en ligne que vous pouvez aller chercher. Waouh, bah, dis donc, que de belles explications. C'est vrai que tu es vraiment douée pour la vulgarisation, je trouve, hein, parce que là, tu es partie du début, tu as tout déroulé, enfin, c'était propre, concis, franchement, ouais, respect, pour cette préparation et du coup, c'est vrai que, en t'écoutant comme ça, vu enfin, on sent que tu maîtrises vraiment, le sujet à fond. Du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent forcément. C'est, bah, du coup, bah, déjà comment Juste avant, j'ai une dernière ressource qui pourra peut-être aider les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Pareil, dans la réaction, comment faire alors, c'est plutôt axé harcèlement de rue, donc on va dire harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public. Il y a une super formation faite par la fondation Stand Up, basée sur une technique qui s'appelle les 5 D, ces 5 stratégies à adopter quand on est témoin ou victime de ce genre de fait. Les 5D, c'est distraire, documenter, déléguer, diriger, dialoguer. Je ne vais pas le détailler là, ça serait un petit peu long, mais si ça vous intéresse, il y a, je pense que c'est encore le cas, hein, des formations en ligne, ça dure genre 2 heures, c'est gratuit, c'est ouvert à toutes et tous. Donc allez-y et voilà, on apprend vraiment des techniques très concrètes à mettre en œuvre quand on se fait emmerder dans le bus ou dans le métro, par exemple.
ou quand on voit quelqu'un ou quelqu'une se faire emmerder dans le bus ou dans le Mmh. Oui, bah, merci beaucoup cette ressource. Pour le coup, je recommande parce que j'avais pu assister à une formation, dans quand j'avais assisté au train de l'égalité, il y avait justement la formation avec les 5D. Je trouvais ça hyper chouette et hyper concret. Donc en effet, très bonne ressource que je recommande. Mais du coup, voilà, pour revenir à ma question, initiale, parce que forcément, ouais, tu as cette maîtrise du sujet, tu connais plein de choses et cetera. Donc, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, dans ton parcours justement. Bah, du coup, pourquoi tu t'intéresses autant au sexisme ordinaire et comment aussi tu es devenue féministe? Comment ça s'est fait un peu cette chronologie-là? alors d'où ça vient tout ça? Comme beaucoup de personnes, je pense, enfin beaucoup de femmes de mon âge, ma génération, heu, c'est des choses qui sont venues petit à petit. Heu, il y a 20 ans, j'avais pas du tout cette conscience, là, que peuvent avoir certaines, jeunes personnes aujourd'hui. Parce qu'il y a des cycles, hein, dans le féminisme et moi je suis une enfant des années 80. Il y a eu un creux dans le féminisme dans les années 80-90. Hem Et donc j'ai pas été, exposée à toutes ces pensées, quand j'étais plus jeune. Et puis c'est venu petit à petit depuis, 10-15 ans, il y a eu des ressources qui ont été, assez fondatrices pour moi. Je J'ai été une abonnée, très tôt du magazine, du feu, le magazine Cosette, qui m'a accompagnée pendant pas mal d'années. Puis j'ai, lu des livres, écouté des podcasts, voilà, genre Les couilles sur la table, ce genre de choses. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fait ma, déconstruction, alors moi je suis rentrée aussi dans tous ces sujets par, le féminisme de marché et c'est le cas de beaucoup de femmes, diplômées, qui commencent à s'intéresser à ces sujets quand elles sont confrontées à des inégalités dans le monde du travail et rentrent par ce côté, women empowerment, et cetera. Donc c'est aussi un point d'entrée dans tous ces sujets qui est bénéfique en fait pour pas mal de femmes. Hem Et puis à un moment donné, il y a eu: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais, en fait, moi? C'est quoi ma contribution? C'est quoi ma petite goutte de colibri à tout ça?» Alors, j'aurais pu m'investir dans un collectif, j'aurais pu, aller faire des collages dans la rue, j'aurais pu être, bénévole sur un numéro d'écoute d'aide aux victimes, enfin, il y a plein de façons de s'investir. Mais comme j'expliquais au début, voilà, moi j'ai choisi de faire ce que je sais faire, c'est, de la vulgarisation et plus concrètement, il y a eu, 2, déclencheurs un peu dans, vraiment ce passage à l'action et la création de Chroniques du sexisme ordinaire. Le premier, c'est une transition professionnelle, qui a été un petit peu difficile et bon, en gros, c'est pas très original, j'ai fait un burn-out, j'étais en arrêt maladie et en fait, ça a été ma thérapie, voilà, quand j'étais en arrêt maladie que j'ai conceptualisé le projet. C'est mieux que prendre des anxiolytiques. Et le deuxième, c'est un livre, qui m'a beaucoup marqué, qui a inspiré toute la ligne éditoriale en fait, le livre de Caroline Criado Pérez, Femme invisible. Heu, Caroline Criado Pérez, c'est une journaliste anglaise qui a décortiqué un nombre, absolument incroyable, d'études, de rapports, de recherches et toute sa thèse qu'elle déroule dans ce livre, c'est que l'absence de statistiques genrées, donc des statistiques, des données qui vont distinguer les hommes et les femmes, heu, invisibilise en fait les problématiques féminines, les choses qui vont concerner les femmes et créer un monde fait par et pour les hommes. Et elle va creuser dans plein de choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc c'est dans ce livre, alors l'exemple est maintenant connu dans certains milieux, et chez pas mal de personnes conscientisées à ces sujets, mais les crash tests de voitures qui étaient faits jusqu'il n'y a pas si longtemps sur des mannequins qui représentent la morphologie masculine. Or, les corps féminins n'ont pas la même proportion et organisation dans le corps des os, des muscles, qui font que les chocs ne vont pas avoir les mêmes effets sur les corps des femmes. Euh, bon, elle regarde le travail, la technologie. Et le dernier chapitre est sur les crises et migrations. Moi, personnellement, j'ai pleuré en lisant ce chapitre. Et ça a vraiment été un coup de poing dans le ventre, une baffe en pleine face, un choc. Ce livre, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais waouh, j'ai eu l'impression qu'un voile se déchirait. Je me suis dit, mais c'est tellement partout, c'est fou, il faut l'expliquer, il faut raconter ça à tout le monde. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus regarder ailleurs, en fait. On peut plus dire, oh oui, les inégalités de salaire, oh les viols, bon, ça me concerne pas vraiment. Non, parce que c'est tellement partout, tout le temps, c'est tellement la matrice dans laquelle on vit on est forcément, on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Donc, c'est parti de là. Et donc, la volonté dans le podcast de traiter des inégalités de genre, invisibles ou insoupçonnées.
Et donc, il y a un épisode sur, les représentations des femmes dans la préhistoire, sur, les vêtements et le pantalon, sur, le sport, les jeux olympiques, actualité récente, sur voilà, il y a une vingtaine d'épisodes, des choses sur l'histoire, des choses, plus ou moins insolites comme, la file d'attente aux toilettes, ou, des choses relatives à des secteurs en particulier, les femmes dans la tech, et cetera, et cetera. Voilà l'origine, de tout ça. Bah, c'est hyper intéressant, d'entendre ton cheminement qui a fait que tu es là aujourd'hui à parler avec moi de sexisme ordinaire et que tu as de l'impact dans la vie des gens en montrant l'invisible à la plupart, des gens. Donc franchement, bravo, pour ce travail. Je suis très admirative, surtout que, ouais, tes podcasts, ils sont très bien faits, je trouve. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu coécris avec d'autres personnes. Enfin, du coup, c'est des petits épisodes, où tu apprends plein de choses. Enfin, c'est en mode hyper condensé et très sourcé. Ça, c'est important, les sources, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des petits malins, qui disent: «Oui, c'est pas sourcé» ou que sais-je. Voilà, et puis moi je pense que c'est une question d'éthique aussi. Voilà, j'explique des choses et alors c'est mon background universitaire, j'ai fait une thèse, j'ai un parcours académique, assez poussé et voilà, quand je dis quelque chose, je suis allée vérifier. Alors, j'ai pas fait une thèse sur chaque sujet que je traite, ça ne serait pas possible et d'ailleurs parfois il faut que je me freine en mode: «Non mais Marine, stop quoi». Mais comme une journaliste en fait, je vais recouper, les sources, je vais aller vérifier, je vais chercher des données, des chiffres, je vais m'appuyer sur des travaux faits, par des experts, expertes, idéalement, des universitaires, heu et pour moi, c'est indispensable et je ne sais pas comment on peut faire, autrement en fait et c'est ce qui plaît aussi, je crois, dans le format, c'est que comme le fond est hyper travaillé, mais avec une forme qui se veut, légère, facile d'accès. En fait, quand j'ai lancé ce projet, je me suis dit: il y a une production absolument incroyable dans les sphères universitaires et militantes euh, qui sont nécessaires et qui sont une étape. Le problème, c'est que monsieur, madame, tout le monde, qui, oui, bon, ça l'intéresse un peu ce truc, mais va pas aller écouter toutes les couilles sur la table ou lire tout Mona Chollet. Et comment est-ce qu'on va toucher ces gens-là? Donc pour moi, il faut un cran au-delà, enfin aller un peu dans une direction vers ces personnes avec des choses qui vont être plus courtes, un peu plus vulgarisées, etc. Même si je me leurre pas, je sais que je touche des personnes déjà assez conscientisées, je touche un public, je mets ma main à couper, et je suis d'ailleurs en train de faire une enquête auprès de mon audience, donc j'aurai bientôt des données plus précises. Mais je sais que c'est 90% de femmes. Si je regarde par exemple mes abonnés sur Instagram, c'est principalement des femmes blanches, diplômées, cadres, voilà. Mais au moins, je connais les limites de mon audience et de mon projet, mais dans ce cadre-là, j'essaye de faire bouger les lignes et si ça va au-delà, c'est tant mieux. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, tes vidéos sur TikTok, parce que je trouve qu'elles sont très drôles, parce que tu te mets en scène et tout. Et il y a vraiment un côté, on apprend en s'amusant, c'est très, très ludique et ça fait la bonne promo, de ton podcast. En tout cas, moi, je trouve que les vidéos que tu fais, ça donne envie de l'écouter, parce Mais qu'il il y y a a toute une stratégie marketing, en fait, qui a été un peu un de mes métiers. Mais quand j'ai lancé ce projet, j'ai fait ce qu'on appelle en marketing une plateforme de marque et une stratégie éditoriale avant de sortir un épisode, en fait. mmh. Ouais, non, mais c'est très malin et tu m'étonnes, ça permet, d'attirer les gens, de les fidéliser. Donc ouais, c'est toute une stratégie et du coup, c'est cool que tu aies pu mettre en place, tout ça dans ton projet. Parce que d'après ce que j'avais compris, tu avais aussi, par après ton burn-out, tu avais arrêté, du coup, ton travail pour te consacrer, pleinement au sexisme ordinaire. Alors, pas complètement pleinement parce que, il y a une réalité économique qui fait que, tout ça, ça ne paye pas, ou pas encore, mon loyer, le podcast et puis de toute façon l'économie des médias en général est très compliquée. L'économie de la création de contenu est très compliquée. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas elles-mêmes créatrices de contenu. Quand vous voyez des gens, faire des trucs sur Instagram, même des gens qui ont, des milliers, centaines de milliers d'abonnés, souvent ces gens sont dans des économies extrêmement précaires. Je pense par exemple, j'adore son travail qui est incroyable, elle a un talent de vulgarisation fou, c'est Noémie Fachant, aka Médusa Gorgone, qui est une illustratrice qui a un talent pédagogique absolument incroyable. Moi, elle m'étonne à chaque fois. Noémie, elle a plus de 100 000 abonnés sur Instagram, mais en fait, ça, c'est pas monétisé.
elle publie des BD et les gens, en fait, les abonnés sur Instagram, il y en a très peu qui vont aller acheter la BD. Et elle est dans une économie extrêmement précaire. Et le contenu, c'est du travail, ça prend du temps et c'est malheureusement très peu rémunéré. Donc, moi, ma stratégie pour ne pas devenir esclave, bouffer des pâtes et finir dans la pauvreté, euh, c'est d'avoir un conférence-spectacle, vous appelez ça comme vous voulez, que je vends aux entreprises pour des séminaires. Donc c'est le modèle économique que j'essaye de développer depuis un peu plus d'1 an maintenant. Mais c'est beaucoup de boulot parce que écrire un spectacle, le répéter, le mettre en scène, voilà, c'est du taf. Là, le livre, je n'en parle même pas, des heures de travail. C'est du bénévolat, ce livre. Ça ne va rien me rapporter. Il faut savoir que moi, par exemple, mon contrat d'édition, mes droits d'auteur, c'est 8%. Si je touche 2 € par livre, ça sera le maximum. Donc, c'est important de soutenir les créateurs, créatrices de contenu qui font ce travail d'utilité publique sur les causes dont on parle ou sur d'autres sujets. Et si c'est pas en leur donnant de l'argent ou en achetant leurs produits ou leurs services, à minima, liker, partager, commenter et pas juste consommer, absorber de manière boulimique. Et on est aujourd'hui dans une société d'absorption et de consommation boulimique de contenu, quoi. Mais ce contenu, c'est du travail. Ça sort pas du chapeau. Oui, c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, on se rend pas compte de tous les efforts que ça demande. C'est très chronophage, la création de contenu et comme tu dis, c'est très compliqué, d'en vivre même si on a des grosses communautés. Mais d'ailleurs, ça me fait penser par rapport à ton spectacle, conférence que du coup, pour le coup, j'y avais assisté. C'est vrai que je l'avais trouvé hyper bien. Enfin, c'était passé très vite et de ce que j'avais vu, quand je t'avais suivi sur les réseaux sociaux, c'est que, comment dire? De mémoire, il y avait une entreprise qui t'avait demandé, ça. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en fait, à la base, il devait pas être aussi long. Et en fait, sur un coup de poker, t'as dit, bon, ok, on va faire un long spectacle et on va voir ce que ça va donner. Et du coup, t'avais tout construit. Non, alors, comment ça s'est passé? Comment c'est sorti ce spectacle? En fait, au début, Chronique du sexisme ordinaire, c'était un projet de scène. Au tout début, je vais pas faire toute l'histoire, mais ça a été, ah tiens, si je faisais du stand-up engagé? C'est parti de là. Et puis, ça s'est transformé en podcast. Pour différentes raisons. Mais l'idée de la scène avait toujours été là. Et pendant que je lançais le podcast, la première année de chômage, merci Pôle emploi, merci France Travail, plus grand sponsor des créateurs et créatrices de contenu de France. J'ai fait 1 an en cours du soir, hein, c'était pas à plein temps, dans une école de théâtre qui forme sur le one woman show et le stand-up. Donc j'ai commencé comme ça et après donc j'avais dans l'idée de tiens développer un format long que je pourrais vendre à des entreprises, des festivals, etc. Et un jour on m'a contacté, on m'a demandé est-ce que vous voudriez intervenir? On fait une table ronde sur le sexisme ordinaire et donc là j'ai bluffé. Enfin j'ai bluffé, non parce que je savais que j'en étais capable. J'ai dit mais si vous voulez je peux faire du stand-up. Ah d'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait 20 minutes. Alors c'était je ne veux même pas regarder la vidéo de cette chose aujourd'hui. Et donc j'ai fait ces 20 minutes, je me suis dit, ah, c'est passé. Alors je l'ai fait gratuitement, hein. Si, on m'a payé les billets de train pour y aller. Euh, et, euh, et donc c'était un test pour moi. Et puis de se dire, c'est ce principe hein, de se mettre des engagements, de s'engager vis-à-vis d'autres personnes et qui fait que bah, tu es obligé d'y aller. C'est comme quand tu vas t'entraîner à courir avec des amis, tu vas moins facilement te défiler et dire, ah non, il pleut, j'ai pas envie d'y aller. Et je l'ai fait une deuxième fois pour une grosse conférence qui s'appelle le Web Today à Nantes, qui a lieu tous les ans, alors qui n'a pas lieu cette année. J'espère qu'ils vont reprendre parce que c'est vraiment un super événement que j'apprécie beaucoup. Et je les avais un peu dans le viseur parce que je savais que c'était le genre d'événement qui serait intéressé par ce que je proposais, ce que je voulais proposer. Et il se trouve que je leur ai pitché le truc, je leur ai proposé. Ils m'ont dit, bah voilà, moi j'ai une conférence qui blablabla. Donc là aussi, ça aide d'avoir des notions en marketing et en communication. Euh, et ils m'ont dit, ah ok, ça nous intéresse, génial. Donc c'était juste avant Noël, je me souviens, parce que j'ai eu le message, j'étais en train d'aller prendre le train pour aller chez mes parents à Noël. Il m'a dit, bah ok, c'est bon pour nous et tout. Il m'a demandé, ça dure combien de temps ton truc? J'ai dit, oh, entre 30 et 50 minutes. Ok, t'as 50 minutes. Ok, il y a 20 minutes d'écrit, mais j'avais 6 mois pour le faire, parce que c'était au mois de juin.
Donc j'ai eu 6 mois et donc au mois de juin, alors j'avais quand même joué 2 fois avant en mode, je vais peut-être pas le faire direct, sur une immense scène avec 200 personnes devant moi parce que c'était le cas, là-bas. Donc j'ai fait en petit comité avant quand même pour un peu, me tester et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà le fameux, fake it until you make it. Waouh, c'est trop drôle. Mais en tout cas, ouais, on dirait vraiment que enfin, tu t'es préparé un peu en mode de marathon, tu y allais étape par étape et bah, je trouve ça trop bien et je trouve ça trop drôle qu'à la base, ton podcast, c'était un stand-up engagé. Donc, ouais, dingue. Je savais pas. Donc, ouais, c'est trop chouette. Beh, pour le coup, j'avoue que là, on commence à avancer vers la conclusion de l'épisode. Donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à notre discussion avant de passer à la conclusion. Eh bien, si j'ai un mot de la fin, il faut, vous l'aurez compris, chausser les lunettes, du genre, pour voir, toutes ces inégalités invisibles, insoupçonnées qu'on ne voit pas. Vraiment, décaler le regard, essayer d'objectiver, de ralentir la pensée, de se poser des questions et puis ça passe en s'éduquant, en écoutant, en regardant, des points de vue différents. Et donc, allez écouter les chroniques du sexisme ordinaire, venez voir le spectacle, les dates publiques, il n'y en a pas beaucoup. Parce que là encore, je n'ai pas de société de production. Je fais tout toute seule. Donc, quand on me demande parfois sur les réseaux sociaux, ah, quand est-ce que tu viens à Lille, à Bordeaux? Je me déplace partout, il y a du sexisme, un micro et un chèque. Voilà. Et si vous voulez que je vienne, trouvez une salle, remplissez-la et payez-moi. Je viens. Mais je peux pas, malheureusement, oui, ça fait très parisiano-parisien. Mais c'est dans cette ville principalement que j'habite, même si j'habite aussi en partie en Bretagne. Mais c'est là que j'ai mon réseau, c'est là que je connais des salles, c'est là que j'arrive à faire venir du monde, donc c'est là que je fais des dates en fait. C'est aussi bête que ça. Je serais basée à Bordeaux, à Lyon, à Lille depuis 20 ans, ça se passerait là-bas, mais là, c'est pas le cas. Donc écoutez le podcast, allez voir le spectacle, et puis tenez-vous prêts pour la sortie du livre au mois de mars. Ok, du coup, ce sera au mois de mars 2025. Parce que du coup, là, le podcast, il est enregistré bien avant la sortie. Ok, bah trop cool. Et en effet, soutenez le militantisme sous toutes ses formes, c'est hyper important. Dans la suite de mes questions, du coup, toi, qui sont tes rôles modèles? Ah, compliqué. J'en ai pas forcément c'est vraiment bien sûr, il y a des personnalités inspirantes, mais bon, si je te dis, Simone Veil, ça fait un peu un peu tarte à la crème. Alors je vais répondre avec un truc plus peut-être, qu'on t'a jamais dit. Brigitte Nyborg. Je sais pas du tout qui c'est. Alors Brigitte Nyborg, ce n'est pas une vraie personne, c'est un personnage de fiction, de, la série Borgen, qui est une série politique, danoise, qui est super, et donc c'est une femme qui est, présidente, première secrétaire de son parti, et qui, lors d'une élection, se retrouve première ministre, et donc c'est voilà sa vie, et c'est pas voilà une Wonder Woman qui réussit tout. On voit ses doutes, ses erreurs, comment elle se prend les pieds dans le tapis, ses côtés un peu sombres et pas sympas, mais elle est quand même très sympathique. Et moi j'aime beaucoup Brigitte Nyborg. Je suis très triste que cette série se soit arrêtée. Et c'est en plus, quand on est français, une très bonne introduction à un système parlementaire qui est plus basé sur le compromis, dont nous ferions bien en France de nous inspirer, n'est-ce pas, vu notre contexte politique actuel. Un autre monde est possible. Et voilà. Petite introduction à la vie politique scandinave, Borgen, avec Brigitte Nyborg. Ok, ouais, hyper intéressant. Je connaissais pas du tout la série. Et tu es la deuxième personne à me parler de personnage fictif. J'avais eu Oranka qui m'avait parlé de Naruto, de mémoire. donc, donc, pas trop bien. Et du coup, dans la suite de mes questions, quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Bien sûr, tu avais parlé du livre Femme invisible, la BD Défends-toi toi-même, et l'autre livre d'autodéfense féministe, Non, c'est non. Non, c'est non. Donc, si tu as d'autres ressources à rajouter, n'hésite pas. Bah non, c'est déjà pas mal, et puis on va en rajouter une couche, écouter le podcast Chronique du sexisme ordinaire. Et si tu fais pas ta pub, personne la fera pour toi, hein, donc j'ai fait franco, hein. Non, mais t'as raison, c'est important. Et c'est bien parce que je sais que j'avais certaines de mes invitées qui étaient en mode ah oui, je suis un peu désolée de refaire ma pub, et toi, c'est en mode allez, vas-y. D'un côté, c'est bien, faut s'assumer, c'est important, c'est leur droit. Faut y aller. Et là encore, genre stéréotype de genre, ah bah non, il faut pas se mettre en avant. Mais c'est le principe. C'est ça, mais tu fais bien, tu occupes tout l'espace qui t'est dédié, et c'est hyper important de se faire son auto-promo, parce que sinon, ouais, comme tu dis, personne ne le fera à ta place. On est mieux placé pour le faire. Très bien dit, très bon conseil. Dans la suite de mes questions, que signifie le terme féminisme pour toi?
l'égalité comme un idéal et l'équité comme un moyen. Et si vous avez un doute sur ce que c'est l'égalité et l'équité, vous pouvez écouter l'épisode en 5 minutes, c'est quoi l'égalité, l'équité, la parité et les quotas, qui est récemment paru sur les chroniques du sexisme ordinaire. C'est bien résumé, encore une fois, bravo. Et du coup, dans ma toute dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ah là là, il y en a tellement. Pourrait y avoir toutes les personnes qui sont déjà intervenues sur mon propre podcast. On parlait tout à l'heure de Noémie Fachon, qui a un talent incroyable et qui est une très belle personne humaine. Je pense à Violaine de Philippis, qui est une avocate mobilisée sur les violences sexistes et sexuelles, qui est très active aussi. Sophie Truchot-Barret du cabinet La Fusée, très investie aussi. Voilà, par exemple, les personnes auxquelles je pense spontanément, mais il y en aurait plein. C'est vrai que c'est chouette, il y a plein de femmes hyper inspirantes à interviewer. Mais du coup, ouais, ce serait avec plaisir d'interviewer Noémie, Violaine et Sophie. De mémoire, je ne les ai pas contactées encore, donc ça ne saurait tarder. En tout cas, merci beaucoup Marine pour ce moment. Merci à toi, Estelle. C'est passé très vite. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Donc voilà, je vous dis ciao ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!